Bonsoir à toutes et tous, salut Mago, salut Papy Kenny, salut Sabrina, salut Yalamat, salut Taline et je suis Bigleux, je n'arrive pas à lire vos pseudos. Salut Twentizan aussi, bienvenue aux nouvelles têtes, salut à toutes celles et ceux qu'on connaît déjà, qu'on a plaisir à retrouver pour 2 bonnes heures de stream ensemble, donc jusque 20h. 2 heures pendant lesquelles vous posez vos questions directement dans le chat et moi je les passe aux invités. Vous avez le droit de grogner, d'interpeller, de chafouiner, c'est votre espace et ce stream on le fait ensemble. Alors avant de commencer les débats, j'aimerais vous poser 2-3 questions, des questions qu'on voulait déjà vous poser déjà en septembre au moment de notre rentrée, mais qu'on a un petit peu oublié de vous poser. Et puisque vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, et même si on a une petite idée, on aimerait bien savoir un petit peu qui vous êtes. Alors si vous êtes devant votre clavier peut-être, est-ce que vous pourriez pas mettre par exemple votre âge, d'où vous venez, ce que vous faites dans la vie, votre profession éventuellement, comment vous vous informez aussi, est-ce que vous connaissez France Info, est-ce que vous regardez, vous lisez, vous écoutez France Info, voilà, peut-être aussi ce que vous aimez bien chez nous, ce que vous aimez bien ce qu'on fait ensemble, ce que vous n'aimez pas, ce qu'on pourrait changer. Voilà, ça permettra de nous améliorer, puisque d'ici à la rentrée de septembre, on va penser un petit peu à tout ça pendant les vacances, et ça nous ferait une bonne base pour bosser. Sinon, au programme de ces 2 heures de stream, jusqu'à 19h15, pardon, pas 19h30, 19h15, on va parler du premier tour des élections législatives qui a lieu ce dimanche. D'ailleurs, n'oubliez pas qu'on vous donne rendez-vous ce jour-là, donc dimanche à 19h45, pour 3 heures de stream, pour discuter du résultat. Pour ce soir, on va s'intéresser au jeu des alliances, à la guerre des programmes. On va voir ce qui oppose les uns, ce qui rassemble les autres. On va aussi certainement parler un peu d'Emmanuel Macron, qui est un peu sur tous les fronts, alors que beaucoup espéraient qu'il allait se mettre en retrait. Bref, on va faire un point d'étape. Ce sera jusque 19h15. À 19h15, on ira donc jeter un œil à ce qui se passe en Iran, puisque les Iraniens sont appelés aux urnes demain pour élire leur nouveau président, un scrutin organisé en 6 semaines après la mort du président précédent dans un crash d'hélicoptère. Pour l'heure et pour l'instant, chers amis, il est à peu près 19h à Beyrouth, à peu près déjà demain à Sydney et Tokyo. Il est 16h Antoine Universel, il est exactement 18h05, passé de 6 secondes à Paris. Il est bien sûr l'heure que vous voulez sur Twitch. Salut à tous. Nous sommes donc à 3 jours du premier tour des élections législatives. À 3 jours donc du premier tour des élections législatives, le Rassemblement national, renforcé par la frange des Républicains, lié à Éric Ciotti, a creusé un peu plus l'écart, en tête des sondages, avec 36% des intentions de vote, dont 32% pour le RN seul, soit un demi-point par rapport à notre dernier sondage de samedi, selon une enquête Ipsos pour Radio France, France TV, Le Monde, Sciences Po, Cevipof, l'Institut Montaigne et la Fondation Jean Jaurès, publié donc ce matin sur France Info. Bonsoir Quentin Calmet. Bonsoir. Salut Quentin, t'es journaliste politique et parlementaire à Public Sénat. Oui, tout à fait. À tes côtés, Amélie Le Breton. Salut Amélie. Bonsoir. Toi, tu es communicante, présidente de l'agence de communication Coriolinc. Exactement. Il y a Bruno Cotresse qui va nous rejoindre. Bruno qui est enseignant, qu'on connaît bien à France Info, qui est enseignant à Sciences Po, qui est chercheur CNRS au Cevipof. Cevipof, c'est en gros le laboratoire de politique de Sciences Po, il me semble. Plus que d'habitude, il y a 2 enjeux cruciaux pour ce premier tour. Ce sont peut-être la participation et puis les tractations entre les partis. Oui. Avec une participation qu'on annonce élevée. Alors c'est pas l'Ipsos mais c'est l'IFOP, un autre institut de sondage qui dit qu'on pourrait avoir une participation à 64% dimanche et au second tour. Pour rappel, en 2022, participation plutôt faible, 47,5%. Et donc là, ce serait une énorme différence, 15 points de plus. Donc c'est aussi ça, on va voir, il va y avoir des conséquences sur les triangulaires, on pourra en reparler. Des conséquences aussi pour le fait de gagner dès le premier tour, puisqu'il faut attendre un certain nombre de personnes inscrites. Et donc un taux de participation qui va être aussi plus élevé qu'en 2017 où il était de 55%. Donc c'est vrai que ça montre déjà qu'il y a une curiosité, que les gens se sont mobilisés, voilà, que ce qui s'est passé avec la dissolution express inattendue, le coup de poker de Macron, ça galvanise les gens qui veulent donner leur opinion alors qu'ils viennent de voter. Mais on voit qu'il y a aussi toutes ces procurations. On a dépassé le million dès la semaine dernière, donc on avait énormément de procurations aussi dans les départements. Des gens qui sont peut-être en vacances qui vont aller voter par procuration. Donc ça montre qu'il y a un intérêt. Les audiences aussi, nos audiences sont très élevées. Les vidéos sur YouTube, les replays sont beaucoup regardés, il y a beaucoup de visionnage. On voit qu'il y a une attente comme ça des Français. On n'a jamais eu autant de gens dans nos streams que lors de cette séquence. Voilà, je dis pas qu'il faut dissoudre plus souvent, mais on peut le faire qu'une fois par an. Si on devait trouver quelque chose d'agréable dans cette séquence malheureuse. Non mais voilà, les Français sont un peuple politique et ils le démontrent. Emmanuel Macron a comme ça lancé un défi aux électeurs. C'est un peu ça aussi sa décision.
je crois que les électeurs ont dit banco, on veut vous donner notre avis. Et d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, il y a une étude très intéressante de la Fondation Jean Jaurès qui a étudié ce qu'ils appellent le bruit médiatique. Le bruit médiatique, c'est combien justement il y a eu de reportages, il y a eu de sujets, il y a eu d'articles sur tel ou tel sujet. Ils en avaient fait une très bonne étude déjà sur les élections européennes. Sortie la semaine dernière, je crois. Sur les élections européennes, elle était même sortie avant, pendant la campagne, et les chiffres n'étaient pas terribles. Moi, je me demandais quand les médias allaient mettre la seconde sur justement ces élections européennes. Et là, l'étude toute fraîche, c'est sur le bruit médiatique sur ces élections législatives. Et la Fondation nous dit que ces élections législatives, elles génèrent davantage de bruit médiatique que les 2 dernières élections présidentielles. Or, normalement, les élections présidentielles, c'est le paroxysme, c'est l'acmé pour le peuple français, parce que d'habitude, on se passionne pour savoir qui sera le prochain président. Enfin, normalement, on se passionne. Et là, on se passionnerait pour savoir qui seront nos députés, / qui serait notre Premier ministre, / que va devenir notre président. Oui, et puis avec aussi des enjeux politiques forts qu'on peut résumer dans chacun des 3 grands blocs. C'est finalement une situation politique qui est assez facile à comprendre, entre guillemets. Vous avez la gauche qui se rassemble, mais qui se déchire sur la figure de Jean-Luc Mélenchon. En soi, c'est un feuilleton. Vous avez ce qui se passe à droite avec Ciotti la semaine dernière, qui rallie le RN et qui donne un élan au RN, le Rassemblement National, qui vient aux portes du pouvoir avec des sondages extrêmement favorables. Ça peut inquiéter ou au contraire mobiliser des électeurs qui sont pro-RN. Donc ça, à l'extrême droite, ça donne un 3e bloc qui est très intéressant à suivre pour les électeurs. Et au centre, il y a Emmanuel Macron, qui fait ce coup de poker et qui est encore plus jupitérien que le plus jupitérien des présidents, qui continue, c'est presque une caricature de lui-même, cette décision, et qui on regarde ça comme ça, un peu atterré, en disant mais jusqu'où ira-t-il dans ces décisions solitaires, comme ça, pyramidales. Donc vous savez qu'à chacun des 3 grands blocs qui composent la vie politique française, il y a des choses à regarder, et on est comme ça un peu comme devant un feuilleton où il va y avoir quelque chose et l'action s'accélère d'un seul coup. On a envie de voir dans chacun de ces 3 grands groupes politiques ce qui est en train de se passer, ce qui va se passer. Et on pourra les décrire dans chacun des 3 en haut, parce qu'il s'est passé des choses tout au long de la campagne. Et ça a été fascinant à regarder. Ne serait-ce que l'union de la gauche, ça fait des années qu'on en parle, depuis la gauche plurielle de Jospin, etc. Ça s'est fait en 4 jours. Forcément, pour les téléspectateurs, c'est haletant. On a voulu regarder ça pendant les semaines écoulées. Et voilà qu'est arrivé Bruno Cotresse, tout sourire. Bruno, tu as un micro, il me semble, juste à tes côtés, alors peut-être sur ton flanc gauche. Il faut bien lui parler bien devant, ils sont très directionnels. Bienvenue chez toi Bruno, tu as de l'eau si tu le souhaites, il fait chaud dans le studio. Merci. On parlait de ce premier tour qui est très très particulier. Ah oui, c'est moins qu'on puisse dire qu'il est très particulier. Puis au-delà d'être particulier, je pense qu'il y a une sorte d'intrigue pour tout le monde qui est qu'est-ce qui se passe dans le pays ? Où est-ce qu'on va dans le mur, à côté du mur? Voilà, il y a une vraie demande de compréhension de ce qui explique notre situation, avec le sentiment qu'on vit un moment à la fois très important, quasiment historique, un des gros tournants peut-être de notre vie politique, et puis avec plein d'incertitudes, une sorte de saut dans l'inconnu. Moi, j'ai l'impression qu'Emmanuel Macron, il a sauté de l'avion en se demandant s'il y avait un parachute. C'est un peu le sentiment qu'il m'a donné. Et d'ailleurs, il y avait une image, pour ceux qui lisent Le Canard enchaîné, qui était dramatique, mais qui était magnifique. Donc, on voit Emmanuel Macron qui tient une grenade dans sa main. Parce qu'Emmanuel Macron, certains journalistes du journal, notamment Le Monde, ont rapporté qu'il aurait dit « Ah, je leur ai jeté une grenade », en parlant donc de ses opposants le jour où il a dit « Il va y avoir dissolution ». Et donc, dans ce dessin du Canard enchaîné, on voit un petit personnage qui est Emmanuel Macron, qui tient dans sa main une grenade. Et à côté de lui, on a un autre petit personnage qui lui dit vous leur avez jeté la goupille. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la grenade, elle lui est restée dans la main. Et la grenade et la déflagration que ça va faire, c'est certainement lui qui va subir le plus des conséquences de cette déflagration. Qu'est-ce qu'il a comme avenir, là, Emmanuel Macron ? On a l'impression qu'il y croit encore, mais comment peut-il encore y croire ? En tout cas, ce qui est vrai, c'est qu'il a aussi décontenancé son propre camp. Et ça, c'est aussi ce qui est assez intéressant à lire dans la presse. Il n'y a plus un ministre qui soutient la dissolution. Même Gérald Darmanin, qui était favorable à la mesure lorsqu'elle a été annoncée, qui est venu la défendre sur les plateaux télé. On entend maintenant qu'il pense qu'il y a une seule chose, c'est de démissionner du ministère de l'Intérieur, alors qu'il y a des JO dans 15 jours, même, enfin dans un mois, et que c'est lui qui est aux commandes de toute la sécurité publique, aussi ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie.
Nouvelle-Calédonie, c'est extrêmement grave. On n'en parle pas assez, mais c'est encore hyper tendu là-bas. Et lui, il parle déjà de rebondir à l'Assemblée nationale, pourquoi pas diriger le groupe d'Édouard Philippe Horizon pour penser à 2027, etc. Donc même les ministres macronistes ont tourné la page d'Emmanuel Macron, alors qu'on pensait que la décision de dissoudre, c'était pour qu'il reprenne un peu la main, qu'il soit à nouveau au centre du jeu, parce que avec 2027, le fait qu'il puisse pas se représenter, il était un peu cornérisé dans la vie politique, on préparait l'après-Macron, et lui il a pensé qu'en dissolvant, comme ça en prenant cette décision de dissoudre, il pouvait revenir au centre du jeu politique, et en fait il s'est encore plus éloigné, et il a encore plus accéléré la construction de l'après-Macron, au point que Gabriel Attal, qui a fait sa conférence de presse la semaine dernière pour présenter le programme, avait même écrit le jour d'après, derrière lui sur un écran géant, pour présenter le programme de la majorité présidentielle. Le jour d'après, alors sous-entendu le jour d'après la dissolution, mais aussi le jour d'après la Macronie. Donc il était déjà en train de se lancer, alors même qu'il est censé faire la campagne pour Renaissance. Ça fait sourire ta voisine et ton voisin. Oui, alors parce que Emmanuel Macron, il y a quelque chose qu'il a complètement occulté, et moi je trouve ça fou, mais je trouve ça fou chez les hommes politiques depuis des années. Il a occulté le fait qu'il pouvait être une partie du problème. Et donc, quand il a décidé de dissoudre comme un grand, puisque donc tous les journalistes ont rapporté que ça a été la stupéfaction chez ceux qui étaient les plus proches de lui. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que, je ne sais pas si vous le savez, mais Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, il a dit que ce sont les cloportes qui auraient soufflé cette idée de dissolution à Macron. Les collaborateurs proches du président. Voilà, donc on voit l'ambiance à l'Élysée. C'est un groupe de collaborateurs qui sont très ostracisés au sein de l'Élysée, qui donc Bruno Roger Petit est l'un d'entre eux, Pierre Charon, ancien sénateur, sont des gens qui travaillent dans l'ombre et dont on ne sait pas très bien les missions, parce que Bruno Roger Petit, il est chargé normalement de la mémoire. Donc conseiller mémoire, donc il est censé plutôt écrire les discours lors des commémorations des guerres ou des choses comme ça. On n'a jamais autant parlé des conseillers mémoire. Est-ce qu'un conseiller mémoire doit être celui qui écrit la dissolution ? Parce que lui, il pense que le problème d'Emmanuel Macron, c'est de raconter une histoire au pays. Et donc, il pense que la capacité d'Emmanuel Macron, on sait qu'Emmanuel Macron, il aime bien écrire des discours, on sait qu'il aime bien travailler ses discours, il emploie toujours des grands mots. Et c'est vrai que lui, il pense que le problème numéro 1, c'est de raconter une histoire au pays, ça de lui donner une sorte de grande vision. Alors, ils ont essayé plusieurs fois de montrer que Macron, c'était comme un grand personnage historique. Au moment du Covid, c'était De Gaulle. Avant, il disait même Clémenceau dans les tranchées. Donc voilà, ils sont obsédés par cette idée. Emmanuel Macron, un personnage historique qu'il faut symboliser. Et c'est vrai que ça ne prend pas. Ça ne prend pas parce que les Français voient d'abord, avant tout, Emmanuel Macron, d'abord comme un homme assez jeune, qu'il est toujours aujourd'hui. Et donc personne ne le voit comme une sorte de grand personnage historique. Et il a une image qui est d'abord et avant tout aussi une image de quelqu'un qui prend des décisions, qui vient de la haute administration, qui a été dans la banque à un moment donné, mais il ne le voit pas, comme une sorte de Gaulle, ou même d'un Mitterrand, même d'un Chirac. Et de ce point de vue-là, c'est vrai qu'il y a ces conseillers qui ont conseillé la dissolution, on a l'impression qu'ils courent toujours après cette idée d'inventer un personnage. Donc est-ce que là, ils ont voulu montrer que Macron, c'était quelqu'un qui savait prendre des risques, une sorte de joueur de poker qui prend des risques, et donc là, il tente un coup absolument incroyable. C'est vrai que si ça avait réussi, c'est dimanche qu'on le saura, mais pour le moment, ça part moyen. Si ça réussissait, tout le monde va dire c'est le prix Nobel de la politique qu'il va avoir. Mais là, on semble être un peu éloigné du prix Nobel de la politique. Surtout que... Il était bien Mozart de la finance. Comme il a oublié qu'il pouvait être une partie du problème, et que, pardon, je vais utiliser une expression qui n'est pas très sympathique pour ceux qui l'entourent, mais ça court. Parce qu'on arrive à un niveau comme ça en politique, quand vous êtes entouré que de gens qui ne vous disent que du bien, ce n'est jamais bon signe. Parce que vous êtes forcément tiré vers le bas. Et donc, autour de lui, il a une cour qui n'a pas su estimer à quel point il pouvait être détesté par une partie de l'électorat et du corps électoral. Et quand il a fait cet acte très risqué de la dissolution, où ce coup de poker en se disant « les gens vont revenir vers moi », et puis Emmanuel Macron s'est dit aussi, et ensuite il l'a mis en action, je vais leur expliquer le fond de ma pensée, parce qu'ils ne l'ont pas bien compris pendant les européennes, je vais faire campagne et tout va bien se passer.
Et patatras, en fait, pas du tout. Il a essayé de multiplier les prises de parole. Il a fait sa conférence de presse. Il a beaucoup parlé dans les médias. Et puis, il a écrit cette lettre aux Français. Alors, je ne sais pas si vous avez lu cette lettre. Moi, j'ai rien appris. J'ai même pas appris s'il était... En fait, j'ai compris qu'il n'était pas très dans l'humilité, parce qu'il parle d'une colère tournée contre lui et il dit « cette colère, je l'entends ». Waouh! Eh ben, super pour des excuses, pour ceux qui se seraient sentis heurtés par ses actes ou ses propos. Et quand on lit cette lettre, on se dit, mais il est encore dans une sorte d'explication de texte de sa pensée parce qu'on n'aurait pas compris sa pensée. C'est pour ça qu'on vote mal. Complexe. Voilà. D'ailleurs, le soir des élections européennes, quand il annonce la dissolution, il dit un truc qui est absolument incroyable, puisqu'on vient de passer une journée à voter. Il dit, j'ai décidé de redonner la parole au peuple. Ça, c'est magnifique. C'est magnifique parce qu'on peut le dire, mais le peuple vient de s'exprimer à peine, donc lui redonne la parole au peuple comme un cadeau qu'il fait au peuple, alors que le peuple vient de s'exprimer. Donc effectivement, c'est quelque chose qu'on voit fréquemment. Et dans l'image d'Emmanuel Macron, vous savez, nous, on réalise beaucoup d'enquêtes d'opinion sur comment les gens voient le politique, et Emmanuel Macron en particulier. Et c'est une image qui est vraiment... qui est là depuis le début, depuis 2017. Quasiment, il y a une partie du pays qui le voit comme quelqu'un qui se prend pour un roi. Voilà, c'est très souvent utilisé. Et l'affaire Benalla, pardon, moi j'ai beaucoup travaillé dessus. Le qui viennent me chercher, prononcé dans la cour de l'Élysée, restera aussi comme un moment où, à l'été 2018, on est un an après l'élection, prononce un propos hyper monarchique, comme si la Constitution le protégeait. J'ai toujours pensé que le qui vient me chercher de l'été 2018, c'est la mèche du départ des Gilets jaunes. Là, ils sont allés le chercher. Effectivement, c'était... Mais si on se rappelle, même au tout début de la crise des Gilets jaunes, ils voulaient aller physiquement le chercher à l'Élysée. Il y avait même des moments qui rappelaient des vieux trucs de la Révolution française, d'aller chercher le roi à Versailles. Avec les fourches. Voilà. Donc on voit, c'est constant, effectivement, chez Emmanuel Macron, cette idée. Et là, effectivement, la lettre, moi aussi, je cherchais à un moment donné une phrase qui dirait... j'ai peut-être, j'ai pas tout réussi, peut-être que tout ça... Je pense vous avoir compris. C'est un peu de ma faute, ne serait-ce que le j'ai changé, comme Nicolas Sarkozy. Alors dans la lettre, il promet quand même de gouverner différemment, sauf que malheureusement, c'est une promesse qu'il a déjà formulée ad nauseam, donc énormément régulièrement, enfin très régulièrement. Donc du coup, on a du mal à croire que ce soit quelque chose de très sincère lorsque c'est à nouveau répété dans cette lettre. Dans le chat, il y a Pacomeux. Salut Pacomeux, merci de nous rejoindre et merci de nous suivre. On te connaît bien Pacomeux. Chouette. Qui vous demande, je pense d'ailleurs, davantage qu'à moi, pourquoi ne pas envisager l'hypothèse qu'Emmanuel Macron, en fait, souhaite la victoire du RN. Alors, il la souhaite cette fois-ci, pour après peut-être pour aménager un nouvel espace en 2027 par exemple pour quelqu'un d'autre. C'est la proposition de Pacomeux. Qu'est-ce que vous en pensez? Quentin, c'est toi la psychologie? Oui, non, je sais pas, mais en tout cas le RN... Non, mais ça revenu assez souvent, c'est un jeu de billard à 10 bandes, et Macron fait ça pour que... Non, je crois pas que ce soit directement... l'herbe sous le pied du RN. Pas lui prêter cette intention. En tout cas, de faire du RN l'ennemi numéro 1, et de faire en sorte que après tous les autres démocrates soient obligés de voter pour Macron pour faire de barrage au RN, ça c'est une stratégie qui a été régulièrement employée depuis 2017. On dit que toutes les oppositions sont neutres, sauf soi, qui doit être le champion contre le RN. Je pense pas qu'il y ait la volonté de faire gagner le RN, si ce n'est peut-être de mettre le RN à Matignon pendant 2 ans en disant ils sont incompétents, et en 2027 d'espérer gagner davantage à la présidentielle pour son camp. C'est un calcul qu'on a pu lire, je sais pas s'il est vrai. En tout cas, ce serait peut-être ça, à la limite, la stratégie, peut-être que sous-entend le chat. Moi, je voudrais ajouter quelque chose, mais peut-être que vous ne serez pas d'accord, messieurs. Ça m'intéresse d'avoir votre avis. En fait, je pense souvent qu'on donne trop de... On a l'impression que les hommes et les femmes politiques sont très stratèges. Et parfois, en fait, pas vraiment. Ils ont certaines fois de très bonnes idées, mais le billard à 10 bandes, ils l'ont pas forcément parce que ils se disent voilà quel scénario différent il peut se passer. Mais franchement, souvent c'est juste le fruit du hasard ou juste le fruit de l'incompétence. Mais peut-être que vous allez me contredire. Non, pas vraiment. Je pense qu'effectivement, l'idée de dire super complexe, qui est que pour que le Rassemblement national n'ait pas le pouvoir, on va le mettre au pouvoir, déjà est une idée qui est un peu bizarre, on va dire. Après, je pense que la politique, c'est des processus. Il y a à la fois des grandes lignes directrices.
On sait que si une décision est prise, une fois qu'elle est prise, qu'elle est mise en œuvre, c'est un paquebot qui est très dur à arrêter. Voilà, donc il y a des lignes directrices. Et en même temps, dans la politique, il y a des processus, c'est-à-dire des coups qui échappent à leurs joueurs. Et là, c'est ça qu'on est en train de jouer. Et la politique a ceci d'absolument passionnant, c'est qu'en même temps, il y a ce côté d'une intrigue qui n'est pas écrite d'avance. Voilà, c'est aux joueurs de se saisir du jeu, des nouvelles conditions du jeu. Et là, évidemment, si Emmanuel Macron foire son coup, qu'il se retrouve en minorité, qu'il a perdu les élections législatives après avoir perdu les élections européennes, on a beau dire c'était un super coup stratège au début, il va en ressortir en lambeaux. Donc voilà, c'est pas complètement écrit d'avance, la politique. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui m'a beaucoup choquée. Il y a eu un article, je ne sais plus si c'est dans Le Monde ou dans un grand quotidien national, sur les stratèges qui seraient autour de l'Élysée et de Matignon et qui seraient des fans de certaines séries. Notamment Baron Noir, mais je crois qu'il y en a d'autres plus récentes encore. C'était La Fièvre. Voilà, La Fièvre. Franchement, je me suis dit, j'espère qu'on n'en est pas là, parce que si les hommes et les femmes qui entourent les hommes politiques se réfèrent, alors il y a à la Maison Blanche pour les plus vieux, hein, comme moi, mais franchement, c'est un peu limité. Ça veut dire que on pense qu'on est dans une série télé, alors que c'est quand même plus sérieux que ça. On parle de la vie des gens. Quentin, tu voulais ajouter quelque chose? Non, c'est juste que je me disais que ce que disait Bruno revenait à ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait qu'il y avait des feuilletons dans chacun des trois grands groupes, que c'était pour ça qu'on était beaucoup à regarder ce qui se passait, qu'on avait des fortes audiences. C'est parce que là, on est dans l'ordre effectivement du feuilleton, de l'accélération de l'intrigue, comme si on avait eu la présidentielle de 2022, les législatives, qu'on avait un peu ronronné, qu'on avait fait, nous on a fait du parlementaire, on a examiné les réformes des retraites, la loi immigration, il y a eu des trucs, mais d'un seul coup, alors là il y a un condensé de vie politique, on disait historique, une accélération de l'histoire politique et qui est assez saisissante et moi que j'avais jamais vécu depuis que je suis journaliste. C'est vrai qu'il y a les deux dimensions, il y a à la fois ce qu'on est en train de vivre, ça vient de loin. Ça vient de loin. C'est pas seulement que Macron a joué un coup. Le fait qu'il ait joué ce coup lui-même vient de loin. Le fait que le Rassemblement national puisse gagner les élections législatives, ça remonte à 30 ans peut-être. Voilà. Et en même temps qu'il y a cette dimension que ça vient de très très loin, effectivement, il y a des effets qui ne sont pas visés, qui n'étaient pas intentionnels. Si le résultat de tout ça, c'est de se retrouver avec un Parlement qui est dominé par le Rassemblement national d'un côté et de la France insoumise de l'autre côté, on peut quand même pas faire l'hypothèse que c'était le coup qui était voulu par Emmanuel Macron. Donc voilà, ça lui a échappé. Alors lui-même, c'est quelqu'un qui a ses joueurs, qui est un vrai politique de ce point de vue-là. Et moi, je n'ai aucun doute sur le fait que s'il perdait, à l'issue du second tour, le 7 juillet, lui, il va trouver une théorie pour nous dire en fait, j'ai gagné. J'ai aucun doute là-dessus. Il va arriver à vouloir montrer qu'il est toujours à l'initiative, qu'il n'a pas été humilié et que maintenant il va incarner le président de cohabitation, celui qui incarne le rêve de l'unité nationale, et qu'au fond il va même nous dire que c'est toujours ça qu'il avait voulu faire. Sans doute, c'est des drôles d'animaux, vous savez, les animaux politiques. Ils aiment pas, ils ne reconnaissent pas facilement la défaite. Alors il y a plein de questions dans le chat, elles sont toutes très intéressantes et je vais essayer de toutes les passer à nos invités. Je vais aller dans l'ordre, pardon. Il y a quelqu'un, j'ai oublié son nom, qui disait textuellement, ce sera le bordel quelle que soit la configuration dimanche. Qu'est-ce qu'on a comme configuration possible dimanche? On fait de la politique question et nous sommes 4 Madame Irma. Le plus probable, c'est qu'on ait 3 grands blocs à l'Assemblée nationale. Enfin, c'est ma théorie, mais Bruno, tu sauras peut-être encore mieux que moi, mais 3 grands blocs et pas de majorité absolue. Et donc une Assemblée nationale qui est à l'arrêt, incapable de voter des textes, incapable même, on n'est même pas sûr de pouvoir choisir un Premier ministre qui ne soit pas renversé par des oppositions. Ce que Djibril se demande, qu'est-ce qui se passe pour le pays s'il n'y a aucune majorité au Parlement? Est-ce que le président pourrait nommer qui en Premier ministre? C'est là qu'il y a des théories sur un gouvernement de technocrates qui, pendant 1 an, expédie les affaires courantes, ne prend pas de décisions politiques fortes. Gouvernement technique. Voilà. Mais sauf qu'à un moment, lorsqu'on va vouloir examiner le budget, il y a forcément des choix à faire. Le budget chaque automne, il n'y a pas un budget neutre, il y a forcément un budget, il y a des choix politiques qui sont d'ailleurs souvent, qui sont des choix gauche-droite, enfin on en revient souvent derrière des théories politiques, économiques, etc. Donc un gouvernement technocrate qui fera aucun choix politique pendant 1 an,
j'ai du mal à imaginer parce que ça n'a jamais existé, mais je sais pas, ce que vous en pensez. Plus probable pour dimanche soir. Ouais, c'est compliqué. Tes propos t'engagent, Bruno. Parce qu'il y a bien 3 blocs, mais ils vont pas peser le même poids. Et c'est ça, surtout, le vrai problème. C'est le fait qu'ils ne pèsent pas le même poids. Et si on a 3 blocs, dont un pèse un peu plus que les autres, il est en même temps, au plan du bon fonctionnement démocratique, il est quand même pas sain que celui qui a gagné les élections en voix et en siège, est-ce que même si c'est une majorité relative, au plan démocratique, il n'est pas sain que le gagnant d'une élection ne soit pas celui qui est en charge de gouverner le pays. Alors, sauf que le RN dit voilà, si. Voilà, mais le RN dit moi je suis là si j'ai une majorité absolue. Les politiques sont de grands pragmatiques. Donc moi, j'attends. Ils sont vraiment wait and see, comme disent les Anglais. J'attends de voir. Je pense que si le RN a une majorité relative, mais qui s'approche de la majorité absolue, il me semblerait pour eux déraisonnable de pas y aller, parce que leurs électeurs ne comprendraient absolument pas. Le rêve de la majorité d'aujourd'hui, c'est que leur bloc arrive en 3e, mais suffisamment fort pour pouvoir essayer de composer quelque chose. Je n'y crois pas pour le moment. J'y crois pas parce qu'ils sont trop loin en voix. Pour le moment, en projection de sièges, ils sont trop loin. Et au plan démocratique, à nouveau, celui qui arriverait 3e d'une élection ne peut pas raisonnablement dire c'est moi qui suis l'acteur central pour former un gouvernement. Donc voilà, moi je me cale un peu sur ces 2-3 idées simples, qui est que normalement en démocratie, celui qui gagne, on lui dit vas-y. Celui qui perd reconnaît sa défaite, dit je ferai mieux la prochaine fois, mais c'est pas celui qui perd qui peut dire en fait c'est moi qui ai gagné. Ça marche pas. Et le chiffre clé, c'est 289. Hein. On le rappelle, la majorité absolue, c'est le chiffre qu'on surveillera le 7. Donc si un camp a atteint 289, bing, 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 la sonnette, elle retentit et il a gagné Matignon, quoi. Oui, parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que le groupe qui fait le plus de sièges, parce que donc il y a 2 tours. Hein. Le premier tour, il y a les premiers députés. On va voir le pourcentage pour ceux qui arrivent au 2e tour. On parle déjà dans certaines circonscriptions de triangulaire. Ça veut dire qu'on atteindrait plus de 12,5% des voix. Et donc, il faudrait voir quels députés, quels candidats à la législature voudront se maintenir. Une fois qu'on se dit ça, ok, on arrive au 2e tour. Et donc au 2e tour, normalement, vous avez un gagnant. Le gagnant, c'est celui qui fait le score le plus élevé. Et la difficulté, c'est qu'il peut faire le score le plus élevé, mais être mal élu. Donc déjà, on va avoir des fragilités dans les circonscriptions, donc dans des parlementaires eux-mêmes. Et donc, ils arrivent à l'Assemblée, ils ont un siège. Et c'est le nombre de sièges, donc Quentin disait 289, c'est ce qui permet d'avoir ce qu'on appelle la majorité absolue. Si vous avez en dessous, vous devez faire des alliances. Mais le parti, le bloc qui va faire le plus de sièges, va proposer une personne comme Premier ministre. Et c'est là, va essayer de pousser en tout cas. Et donc Emmanuel Macron va normalement aller chercher quelqu'un du bloc qui aura fait le plus de voix pour être Premier ministre. Sauf que si vous arrivez Premier ministre et que vous mettez un gouvernement et que vous dites j'ai telle ou telle loi, mais que vous n'avez pas de majorité assez solide pour passer les textes, et notamment celui du budget qui est attendu, ce qu'on appelle le projet de loi de finances, et ensuite il y aura le projet de loi de finances de la sécurité sociale, le PLFSS, tout ça arrive à l'automne. Alors là, c'est le branle-bas de combat, parce que les opposants, dans l'hémicycle, peuvent faire ce qu'on appelle des motions de censure. C'est-à-dire faire tomber le gouvernement et le Premier ministre. Et là, on est dans une sorte de chaos parlementaire. Et c'est à ce moment-là, peut-être que le président pourra dire en fait, comme on n'y arrive pas, on va faire un gouvernement technique, technocratique, ce qui s'est passé en Italie à la fin, après les années 2020, où on s'est dit on n'y arrive pas, donc on va mettre des gens qui sont juste là pour piloter. Mais ça ne va qu'un temps, et certains vont même sur un scénario dramatique en disant en fait, il y a un moment où ça pourra même fragiliser le président de la République, et certains parlent même carrément de ce qu'on appelle une constituante, donc une assemblée qui pourrait dire on va changer les règles du jeu, donc on pourrait changer les règles de la Constitution. Mais là je suis vraiment en train de faire baron noir et consort, donc je me tais. Taline nous demande est-ce qu'on pourrait se retrouver dans la situation des États-Unis sur la question budgétaire, donc en situation de blocage.
qui leur arrive donc Je sais pas régulièrement. si c'est déjà arrivé qu'on puisse pas payer, nous les fonctionnaires, etc. Je crois qu'il y a toujours un moment où le gouvernement peut utiliser des ordonnances pour passer le projet de finances. Mais oui, parce que ce serait pas, je crois, un package annuel. Alors, je suis pas une spécialiste des finances publiques, mais je crois qu'ils peuvent piloter mensuellement ou de façon beaucoup plus courte pour que certains textes permettent quand même d'avoir une organisation normale à peu près en termes budgétaires. Et, pardon. Non. Mais Non, comment est-ce qu'on explique qu'en majorité relative, on n'ait pas eu ce cas de figure précédemment? Parce qu'en fait, on a passé les textes au 49.3. Depuis 2 ans, les budgets passaient au 49.3. Sauf qu'en face, dans les fameuses motions, ce que tu expliquais très bien, tu pourrais être journaliste parlementaire, il n'y avait pas la majorité pour renverser le gouvernement d'Elisabeth Borne. Les LR ont toujours refusé de voter avec le RN et avec la gauche lors de ces motions de censure qui suivaient les 49.3 automatiquement. Lorsqu'il y a déclenchement du 49.3, Elisabeth Borne mettait en jeu son gouvernement. Et c'est là où, politiquement parlant, il y a quelque chose quand même qui va être un peu différent dans l'architecture qu'on a là. C'est que quand vous avez Emmanuel Macron qui vient avec son gouvernement, et donc Elisabeth Borne, quand elle arrive avec des textes, et qu'elle elle arrive avec un 49.3, elle arrive à quand même piloter une sorte de majorité de circonstances. Alors la majorité de circonstances, c'est par exemple ce qu'on a au Parlement européen, hein, pour celles et ceux qui connaissent un peu. En fait, vous formez des coalitions sur tel ou tel texte et du coup, vous arrivez à pousser ce texte qui a une majorité. Mais cette majorité, elle est éphémère. Ensuite, chacun revient dans ses pénates. Là, la différence, c'est que si vous avez quelqu'un du RN ou si vous avez quelqu'un du Nouveau Front Populaire, vous n'aurez pas cette capacité à avoir un arc assez grand. C'est d'ailleurs pour ça que Édouard Philippe, ancien Premier ministre, qui commence à penser à 2027, lui dit demain, il faudra une consolidation parlementaire. Il parle d'une grande coalition parlementaire, justement parce qu'il sait que c'est ce qui permettra de ne pas avoir de motion de censure pour passer les textes. Je ne suis pas assez spécialiste de finances publiques, là, vraiment, sur le blocage. Le fonctionnaire du CNRS que je suis est intéressé évidemment par la réponse à la question de savoir si au 31 décembre, on va fermer boutique ou pas. Non, je ne crois pas. Je pense que de ce point de vue-là, je suis sûr qu'il y a des mécanismes qui doivent permettre de passer. Mais on voit qu'effectivement, au-delà de toutes les péripéties dont on est en train de parler, c'est peut-être plus fondamentalement... Alors, est-ce que le terme de crise n'est pas un peu surjoué? Mais en tout cas, c'est quand même quelque chose qui nous parle de notre système démocratique, de notre système politique, le fait qu'on puisse arriver à de telles impasses. Évidemment. Pourquoi serait-il surjoué? C'est un peu inédit tout de même. Ouais, parce que on emploie le mot crise sans arrêt. Oui. Mais c'est vrai que ça parle de ça quand même. Fondamentalement, ça parle de ça, quoi. Est-ce qu'il ne faut pas passer à la représentation proportionnelle qui favorise le gouvernement de coalition, qui diminue, on va dire, la prétention du gagnant d'une élection de dire j'ai tout gagné, je rafle tout, j'applique mon programme. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on ne retrouve jamais cette situation? C'est vrai que depuis des lustres, je ne sais plus depuis combien de temps, on dit il faut passer à la représentation proportionnelle. Je ne sais pas combien de gouvernements l'ont promis et puis l'ont pas fait. Parce qu'ils disent tous, on dit toujours la représentation proportionnelle, c'est une idée qu'on a dans l'opposition. Et dès qu'on arrive au gouvernement, on empoche le bénéfice du scrutin majoritaire, on passe à autre chose. Mais c'est vrai que c'est en train de parler de ça. Parce que faire des coalitions, c'est bien, mais il y a un moment donné, il y a un principe fondamental qui est la lisibilité et l'honnêteté par rapport aux citoyens électeurs. C'est-à-dire, il faut le dire avant les élections, qu'on va faire des coalitions. Après le temps de l'élection, il faut prendre du temps pour discuter. Il faut que cette discussion, elle repose sur des bases un peu légitimes. Il faut que les différentes formations politiques puissent se retourner vers leurs adhérents qui payent des cotisations en disant voilà le compromis qu'on est en train de passer avec le chef de l'État ou le gouvernement. Est-ce que vous nous suivez? Est-ce que vous êtes d'accord? Voilà quelque chose qui fait que ça repose sur des mécanismes démocratiques d'adhésion du citoyen et non pas, au contraire, que ça nourrisse l'idée qu'il y a des élections qui se passent et derrière, il y a des politiques qui se réunissent entre eux puis vont décider d'un truc déconnecté, décorrélé de ce qu'ils avaient dit pendant la campagne électorale. Donc c'est ça, cette crise de système politique. Si on fait des coalitions, il faut que ça soit lisible, il faut que ça soit assumé devant le citoyen électeur et les militants des partis politiques. Il n'y en a déjà pas beaucoup, des militants des partis politiques. Et alors, il y a une autre crise,
pour le coup, dont là c'est Marine Le Pen, je crois, qui a commencé à prendre la parole là-dessus, en disant attention, nous, je crois que c'était ce matin ou hier, elle expliquait que si le nouveau Front populaire arrive au pouvoir, et donc avec une partie des Insoumis et de la France Insoumise, non, pardon, c'est l'inverse. Si eux, ils arrivent au pouvoir, donc le Rassemblement national, elle prévenait, vous allez voir, dans la rue, il va y avoir la violence de la gauche, parce qu'ils ne sont que violents, et elle rappelait les violences pendant les manifestations sur la réforme des retraites. Donc en fait, il y a cette idée qu'elle est la première à porter autant. Alors elle cible clairement le bloc Nouveau Front populaire, mais il y a cette... il ne faut pas oublier que Emmanuel Macron, à être jupitérien, il ne faut pas oublier qui est Jupiter. Hein. Jupiter, c'est Zeus quand même, parce que tout le monde s'est dit il est au-dessus du lot. Ouais, enfin bon, l'Olympe, donc les Zeus qui étaient dans l'Olympe, pour ceux qui aiment la mythologie, ils estimaient qu'ils étaient bien au-dessus des humains, qui étaient du menu fretin, et c'était eux qui devaient tout décider. Donc peut-être qu'en fait, on aurait dû se dire déjà qu'il y avait un problème dans le mot Jupiter. Hein. Enfin, on n'aurait pas dû avoir un président de la République jupitérien. Et donc si je reviens à ça, on a vu qu'il y a eu énormément de fractures déraisonnables. Il a foulé aux pieds toutes les négociations avec ce qu'on appelle les corps intermédiaires. C'est qui les corps intermédiaires? C'est les maires. Ce sont aussi les syndicats. Et Emmanuel Macron, il a toujours aimé alimenter cette petite musique de la radicalisation de ceux qui étaient opposés à ses idées. Sauf que ça a amené quoi? Ça a amené qu'aujourd'hui, les raisonnables, ils sont beaucoup moins raisonnables. Et donc aujourd'hui, il doit faire avec une opposition beaucoup plus radicale. Et cette opposition, ça veut dire que vous avez... en tout cas, moi, je le crains, que ce soit le Rassemblement national ou une partie du nouveau Front populaire, en fait, derrière, ça puisse amener... Est-ce qu'il n'y aura pas des émeutes dans les quartiers si c'est le RN qui passe? C'est une question que je pose, je n'ai pas la réponse, mais voilà. Est-ce qu'il n'y aurait pas en fait, toute une partie de la population qui se verrait presque bafouée ou qui aurait l'impression de ne pas se retrouver dans cette France parce que ces deux blocs, mais même à la limite les trois blocs, ont un rejet de l'autre, de cette partie de la population qui n'aurait pas voté pour eux. Moi, ça m'inquiète cette crise-là démocratique parce que derrière, que vont faire les citoyens d'un gouvernement qui ne veulent pas? Il y a Milou qui... Salut Milou. Merci de nous rejoindre, Milou. Et Milou qui nous dit le Rassemblement national, c'est vraiment une menace pour l'état de droit. Et alors Milou, en fait, il y a un peu la synthèse de plein de choses que je lis dans le chat qui disent un peu ça. Est-ce que le RN, aujourd'hui, objectivement, est une menace pour l'état de droit? Est-ce qu'il y a des raisons d'être inquiet pour quelqu'un donc, qui, a priori, ne voterait pas pour le Rassemblement national? Je pense que Milou n'est pas un électeur du Rassemblement national, l'ex-Front national. En tout cas, il propose pas mal de choses qui sont anticonstitutionnelles et à chaque fois, il dénonce le fait que les juges constitutionnels seraient au-dessus du politique, au-dessus de l'élu. Comme s'il fallait que les élus puissent dicter leurs lois aux juges qui sont là pour contrôler la Constitution et le fait que les lois sont conformes à la Constitution. Ça, c'est des idées qui sont problématiques dans certaines idées du programme du RN. Après, attention, effectivement, c'est plus le parti anti-parlementariste qui a pu être la tradition de l'extrême droite. C'est en ça que on peut dire que le RN n'est pas l'ancêtre du RN et qu'il a évolué, qu'il a changé, on voit leur attitude à l'Assemblée nationale et un peu au Sénat, ils sont trois. Ils sont extrêmement respectueux des institutions. Ils utilisent beaucoup le Madame la Présidente, Monsieur le Président, des choses qui montrent comme ça le fait qu'ils sont très compatibles avec ces institutions. C'est en ça que la réponse, elle n'est pas noire ou blanche, selon moi. Oui, et par ailleurs, il me semble qu'il faut avoir confiance dans les mécanismes institutionnels. Le rôle fondamental des institutions, c'est de poser des cadres, de canaliser les passions humaines. Fondamentalement, c'est ça que font les institutions. Elles posent des cadres, elles font qu'il y a des limites, il y a des périmètres. Et ça oblige pas mal les institutions. Les détenteurs des rôles dans les institutions, à un moment donné, ils rencontrent la réalité. Ils ne peuvent pas décider de tout. Le Rassemblement national, si vous voulez appliquer à la lettre certains éléments de son programme, il va rencontrer sur son chemin le Conseil constitutionnel, qui va dire « Désolé, ça, c'est pas constitutionnel ». Donc il peut, lui, vouloir modifier les règles du jeu, mais c'est extrêmement coûteux. Extrêmement coûteux. On ne modifie pas
comme ça les compétences, le domaine d'action du juge constitutionnel dans les systèmes démocratiques. C'est pas du tout simple à faire. Donc de ce point de vue-là, moi j'ai relativement confiance dans les mécanismes institutionnels et leur capacité à faire plier ceux qui veulent les subvertir fondamentalement. Mais c'est vrai qu'on a un point faible en France. La culture démocratique du pays, au cours des dernières années, n'est pas notre point fort si on nous compare à nos voisins européens. Je pense en particulier à l'Europe du Nord. Je m'occupe d'une enquête toutes les années qu'on fait à Sciences Po sur comment les Français voient la politique et la confiance dans la politique. C'est calamiteux. C'est calamiteux. C'est l'apocalypse. Les gens n'ont aucune confiance dans la politique. Et ce qui est de plus inquiétant, c'est qu'on voit des éléments que je compare, moi, à des points de rouille, de la corrosion sur l'adhésion aux normes démocratiques. Prenons un exemple. Il y a 2 ans, dans notre enquête, on avait 27% de gens qui disaient, même pas il y a 2 ans, il y a 1 an, qui disaient il faudrait que l'armée dirige le pays. On a un tiers des gens qui disent un leader fort qui n'a pas à s'occuper du Parlement et des élections, ça pourrait être une bonne solution pour la France. Et donc dans ce climat de défiance vis-à-vis de la politique qui est perçue comme pas empathique, incapable de comprendre ce que vivent les gens dans leur vie de tous les jours, la difficulté avec ses factures, la difficulté de la vie de tous les jours fondamentalement, eh bien, il y a une aspiration en même temps dans certains segments de l'opinion à casser le cadre, à dire ça fonctionne pas, ça marche pas, il faut tout casser. Et donc de ce point de vue-là, c'est vrai que la France a un point faible par rapport à d'autres voisins européens, l'Europe du Nord, la Suisse aussi, qui est une culture démocratique de base qui est un peu ambivalente. Il y a toujours beaucoup d'attachement à la démocratie. Les gens disent le système démocratique c'est le meilleur, mais en même temps ils disent il y a des alternatives, pourquoi pas. Et c'est d'ailleurs, alors ça va peut-être vous paraître un peu tarte à la crème, mais on est des héritiers on est le peuple de Napoléon. Donc on est tiraillé entre cette envie de donner notre avis, de participer au débat démocratique, mais d'avoir soit un grand chef, soit un sauveur. Et on le sent dans la façon dont les stratégies de communication s'opèrent pendant les campagnes. Il y a un peu ça, il y a un peu cette stratégie du sauveur qui arrive. Et alors, je ne vais pas me faire d'amis parmi les journalistes, mais je regarde souvent les médias et je vois aussi la façon dont les médias parfois s'emparent de personnalités, les font monter comme s'ils pouvaient être un peu un sauveur. Alors, ils ne vont pas le dire comme ça, mais un peu ce genre de sauveur. Et si le sauveur qui a pu être mis presque sur l'Olympe médiatiquement, en fait, après, n'est pas... en fait, a une vision qui n'est pas celle qu'on attendait, ah ben alors là, c'est la grande descente. Et alors, je vais être un peu vulgaire, mais je vais vous donner une citation qu'on utilise beaucoup chez les communicants, que ce soit chez les marques, chez les grandes personnalités publiques, soit les chanteurs et tout ça. On dit toujours dans les médias, il y a un triptyque, je te lèche, je te lâche, je te lynche. Donc il faut toujours savoir que quand vous êtes porté comme ça, très haut, en fait derrière, on peut vous mettre au pilori. Et ça se confirme, Nicolas Sarkozy. Il y a beaucoup de médias qui avaient adoré la figure de Nicolas Sarkozy. Arnaud Montebourg, où est Arnaud Montebourg? Il n'est plus là. C'est vrai. D'une autre manière, qui moi en tant que femme, m'a fait un peu grincer des dents, Éric Zemmour. Alors, il n'était pas porté comme le sauveur, mais il a eu une attention médiatique beaucoup trop importante par rapport à ce qu'il était réellement. Et d'ailleurs, on le voit dans ce qui s'est passé entre la campagne et les résultats. Alors, il a fait un résultat. Il venait pas de nulle part. Il ne venait pas de nulle part, mais en fait, il a eu un espace médiatique extrêmement important. Je fais juste une petite parenthèse, mais pour ceux que ça intéresse, il y a eu des études sur ce qui s'est passé aux États-Unis, sur la surface médiatique qui a été accordée à Donald Trump. Et en fait, on a vu que Donald Trump, qui avait fait partie d'une télé-réalité, il est malin, qui s'appelait You're Fired. Vous êtes viré, voilà, c'est ça. Donc, The Apprentice. Ah voilà, The Apprentice, c'est ça. Son mot-clé, c'était ça. Voilà. Donc c'était un peu, il était là le grand chef d'entreprise, parce qu'il était chef d'entreprise, et donc il donnait des bons points ou des mauvais points à des créateurs d'entreprise. Bref. Et donc ça l'a porté beaucoup. Et ensuite, les médias se sont intéressés à lui, et hop, ça a enrayé la machine. Donc il a eu une pub
une pub de dingue pour émerger. Et puis après, on va pas parler de l'élection américaine ici, mais voilà, il y a quelque chose comme ça où on attend un grand sauveur. Moi, je me dis, on n'a qu'à tous redescendre de l'Olympe et se dire que peut-être que des gens plus raisonnables, mais je suis certainement naïve, qui vont sur le fond des sujets, peuvent nous apporter aussi d'autres choses, même si les grands hommes politiques qui ont émergé dans les médias et qui ont été très relayés ont parfois des bonnes idées, mais voilà, je trouve qu'il y a cet effet-là qui est toujours très dangereux sur ensuite les attentes des citoyens par rapport à ces femmes et ces hommes politiques. Ouais, ou le Parlement, pardon, on pourrait peut-être juste davantage fonctionner autour du débat parlementaire. On a un Parlement, on est une démocratie. Si on veut être un petit peu, chercher à sortir de ces récits autour de nos grands hommes, nos grandes femmes, qu'après on diabolise, etc. On peut juste aussi essayer de faire vivre ce débat parlementaire. On essaye sur les chaînes parlementaires, parce que c'est là que ça se joue en fait. Les débats, même sur le quotidien des Français, ils sont. Alors c'est peut-être des fois très chiant à suivre, puisque c'est malheureusement, c'est pas au goût du jour, un débat parlementaire. En plus, maintenant, il y a le vote en commission en amont, donc on vote même plus vraiment la loi dans l'hémicycle. Les débats parlementaires, c'est très dur à suivre, même pour nous, journalistes parlementaires, des amendements, etc. Mais sauf que c'est là qu'on comprend la subtilité entre quelqu'un qui vote pour un parti du centre, quelqu'un qui vote pour un élu libéral économiquement, quelqu'un qui vote pour un réactionnaire sociétalement. C'est là qu'on comprend leur position, et c'est aussi là qu'on décide là où on veut emmener notre pays, où est-ce qu'on met les équilibres sur le budget, sur l'école, sur où est-ce qu'on met de la formation pour les profs, où est-ce qu'on paye des uniformes pour les enfants. C'est des choix qui se jouent au Parlement et dans la loi, et c'est comme ça, plutôt que effectivement d'avoir cette façon de suivre la politique uniquement par les petites phrases ou les grands hommes. Et je voudrais juste ajouter quelque chose, parce que je trouve ça dommage de mettre justement les hommes politiques dans un même sac. Franchement, si vous avez l'occasion, allez un jour participer à un conseil municipal, par exemple, parce que il y a plein d'élus dans nos régions, dans nos villes. Ce sont des femmes et des hommes qui prennent de leur temps. C'est pas des gens qui sont corrompus, c'est des gens qui font ça parce qu'ils ont envie de servir les autres. Et en fait, comme on s'y intéresse pas plus que ça, on les comprend pas. Et donc on ne retient que quand ça marche pas. Alors je dis pas qu'ils sont tous formidables, loin de là. Mais franchement, ils bossent. Et au Parlement, c'est pareil. De suivre un peu les débats parlementaires, même si c'est un peu chiant parfois. En fait, ça montre que, alors déjà, ça montre ceux qui bossent et ceux qui bossent pas. C'est comme au Parlement européen, pour ceux qui s'y intéressent, regardez aussi le nombre d'amendements. Manon Aubry, pendant la campagne, donc qui représente LFI, pendant la campagne des européennes, elle expliquait qu'elle avait déposé je ne sais plus combien de textes, là où elle disait, Bardella, il a toujours piscine, quoi. Parce que lui, il fait rien. Ça, c'est des choses où c'est tangible. Voilà, c'est du concret. C'est pas juste ils font les beaux gosses à la télé, quoi. Je voudrais rebondir là-dessus. Effectivement, c'est profondément ce que je pense. On voit d'ailleurs dans les données qu'on collecte nous, c'est les élus locaux qui s'en tirent le mieux. Et par ailleurs, moi, l'expérience que j'ai modeste de discuter avec des personnalités politiques, je retiens toujours une chose. Un politique, c'est un mélange indissociable de stratégie, de communication et de conviction et de sincérité. Et les résumer en disant il s'intéresse juste à gagner des élections, puis après, c'est évidemment passer à côté. Et c'est ça qui est fascinant dans l'observation de la politique. J'encourage tous ceux, toutes celles qui nous écoutent, qui nous regardent, à vraiment s'y intéresser. C'est à la fois un jeu, il y a du théâtre, il y a du drame, et en même temps, ça parle de choses absolument fondamentales. Comment on décide dans une société compliquée, comment on trouve des moyens de décider, comment on fait pour trancher nos désaccords sans que tout le monde se foute sur la gueule. C'est ça, en fait, fondamentalement, la politique. Il y a aussi la défense d'un certain nombre de grands idéaux, de grandes valeurs. La politique, ça parle aussi beaucoup de ça. Les émotions qu'on ressent quand on voit des injustices dans la vie, c'est un facteur qui va inciter certains, par exemple, à s'engager dans la politique. Par exemple, un jour, sur son lieu de travail, on a constaté quelque chose qui était dégueulasse, quelque chose qui n'allait pas, une injustice qu'on a vue dans la rue, au travail, ça va déclencher l'envie de s'occuper des autres. Et la politique, c'est beaucoup l'envie de s'occuper des autres. Mais il se trouve que pour aller s'occuper des autres, il faut gagner des élections. Et ça nécessite de la stratégie, de la ruse, de la communication.
manque de chance, chez certains, la ruse, la stratégie, la communication prend un peu le dessus sur les convictions. Et puis il y a d'autres, au contraire, qui ne sont que dans la conviction et parfois qui ont eu beaucoup de mal à gagner les élections, parfois à cause de ça. Et qui peuvent disparaître. Je ne sais pas si ceux qui nous regardent se souviennent, mais Lionel Jospin, on est justement à un tournant historique puisque le Front National avec le père Jean-Marie Le Pen est au second tour. Et Lionel Jospin dit Je me retire de la vie politique. Voilà, je me retire de la vie politique. Ça a été pour plein de gens qui le trouvaient raisonnable, mais pas effectivement le tribun du siècle. Voilà, ça a été une catastrophe parce qu'il aurait pu donner encore des choses aux gens et qu'il a décidé de ne pas poursuivre, dégoûté par ce qui s'était passé. Oui, non, mais je suis d'accord avec ce que vous disiez, effectivement. Tous les deux, c'est tout à fait ça. Et juste pour finir sur ce que je disais tout à l'heure sur le Parlement, je serais d'accord pour qu'on refonde complètement la façon dont se tiennent les débats parlementaires. Ça c'est un message que j'adresse au futur présidente de l'Assemblée nationale et à Gérard Larcher, le président du Sénat. Il faut les dynamiser, voilà, il y a eu des réformes, des règlements du Parlement, ça évolue très régulièrement, on raccourcit les temps de parole, etc. On change la façon dont on dialogue dans l'hémicycle. Il faudrait encore plus rendre ça plus clair, aider à ce que le citoyen s'empare davantage encore de ces débats. Mais ça, là, je prône pour ma crèmerie. Bruno ? Oui, il faut faire beaucoup d'efforts encore pédagogiques. Moi, je suis très... j'en parle souvent quand je discute de politique. Je pense qu'on aura un effort national à faire d'instruction civique tout au long de la vie. Au fond, il y a de l'instruction civique qui est donnée dans l'enseignement début du collège, en particulier. Et puis très rapidement, ça disparaît. Alors pour certaines filières de l'enseignement secondaire, ça va continuer à travers un certain nombre d'enseignements, à travers les programmes d'enseignement d'histoire en particulier. Mais moi, j'ai toujours été frappé du fait que beaucoup d'électrices et électeurs avec qui je discute, ils ne savent pas bien qu'est-ce que ça fait un député. Moi, j'ai beaucoup de gens qui me disent « mais ça sert à quoi un député ?» et le sénateur par rapport au député, etc. Donc voilà, il y a un énorme effort de pédagogie à faire parce que la clé de voûte pour apprécier, pour comprendre, pour avoir son jugement critique, c'est la connaissance. Voilà, l'éducation, la connaissance, c'est le meilleur outil pour être le maître de son propre jugement. Regardez les médias, formidable, je le fais comme tout le monde, j'y participe comme tout le monde. Mais je sais au fond que fondamentalement, il n'y a pas meilleur ami que lire, découvrir des textes, s'intéresser aux autres, discuter avec les autres et devenir le maître de son propre jugement de manière à ce que, et ça c'est une clé de la démocratie, mais pour vraiment devenir le maître de son propre jugement, il faut aussi apprendre, il faut qu'il y ait de la pédagogie sur ce que font les institutions. On a eu beaucoup de questions là, ces derniers temps sur effectivement qu'est-ce qui se passe si on est dans le blocage, est-ce que Macron peut nommer qui il veut, et si celui que Macron nomme, finalement il refuse. Voilà, beaucoup de gens se posent des questions et donc connaissent assez mal en fait nos institutions, et notamment le texte fondamental, la Constitution. Moi, je voudrais revenir sur quelque chose que disait Bruno sur cette dualité chez les femmes et les hommes politiques de la sincérité, de l'engagement et puis donc des stratégies pour arriver à leur fin. Bon, dans cette campagne, c'est un peu Dallas quand même. Voilà, je vais revenir décidément. En fait, je cite beaucoup de feuilletons, beaucoup de séries. Oui. Jupiter, Éric Ciotti dans son bureau. Exactement. Donc, on a eu par exemple, c'est intéressant, les revirements entre guillemets. Si on regarde le Rassemblement national, si on parle un peu de la politique des éléments sur les blocs. Donc, le Rassemblement national a fait une campagne sur les européennes et même une campagne en 2022 avec des choses extrêmement précises. Et puis, là, on a l'impression, c'est même pas on a l'impression, mais depuis l'annonce de la dissolution et ces sondages qui montent pour le Rassemblement national, Jordan Bardella, qui est celui qui porte la voix du Rassemblement national, adoucit ou change carrément certaines de ses propositions. Je vous donne un exemple. Peut-être que certains d'entre vous ont regardé, il y a eu un débat en début de semaine, il y en a un autre ce soir entre on avait dit qu'on parlait les chefs de débats, parti. Voilà. Et Jordan Bardella, il a notamment parlé de l'énergie. Pourquoi c'est important l'énergie ? Parce que on a vu ce qui s'est passé avec la guerre en Ukraine. Demain, on peut tous avoir un blackout
et donc ne plus avoir la capacité de se chauffer. C'est pas un scénario pour le coup de science-fiction, hein. C'est un vrai truc parce que on dépend de pays, on n'a pas tous on a des énergies qui sont ce qu'on appelle intermittentes. Bref, je vais pas rentrer dans un débat là-dessus. C'est possible, bon, il faut rassurer les gens qui nous regardent peut-être. C'est possible, c'est tout de même peu probable. Ah oui, alors c'est peu probable. La preuve, c'est pas arrivé parce que on a l'Union européenne. Pour les gens qui nous rejoindraient là comme ça. Pardon. L'Union européenne a fait bloc quand il y a eu la guerre en Ukraine, et donc les pays de l'Union européenne, elle sert à ça, l'Union européenne, il y a une solidarité entre les pays, ce qui fait que personne n'a eu de problème de tension sur l'énergie. Bref, et pourquoi je reviens à Jordan Bardella? Parce que Jordan Bardella, ils ont toujours déclaré au Rassemblement national, quand on arrive au pouvoir, on arrête l'éolien. Bon, très bien. Donc on arrête tout. Et puis on arrête le solaire. Et ma foi, depuis quelques jours, on entend « Ah non, mais c'est pas ça qu'on voulait dire. » Ah oui, en fait, nous aussi, on a mal compris. Donc, en fait, ils disent « On va faire un moratoire. Donc on va arrêter, on va mettre en stop les futurs projets, mais on va pas tout casser. » Alors qu'avant, ils disaient « On va carrément démanteler les mâts des éoliennes. » Et de la même manière, il prend le côté industriel en disant « Et puis surtout sur le solaire, au lieu de tout arrêter comme ils avaient annoncé, on va créer une vraie filière photovoltaïque, donc liée au solaire. » Ce que je veux vous dire par là, c'est que le Rassemblement national, en termes de stratégie, contrairement au Front national, veut arriver au pouvoir. Donc se met dans les habits de quelqu'un qui veut gouverner. Et pour ça, il fait des compromis, voire il arrête une partie de son programme. Et il peut le faire parce qu'il sait que la base militante très forte, elle reste. Le fait qu'il change l'avis sur l'éolien, c'est peanuts, puisque de toute manière, le socle, il est là. Et en ça, il a une stratégie qu'on appelle la mélonisation. Alors, ce qui n'a rien à voir avec les melons, hein, mais pour ceux qui ne savent pas, mais la mélonisation, c'est Giorgia Meloni, qui est à la tête du gouvernement italien. Et elle est arrivée en étant une figure d'extrême droite, elle aussi. Et depuis qu'elle est en Italie, il y a eu beaucoup de craintes avant son élection. Et en fait, ça se passe plutôt bien. Alors, ça se passe plutôt bien. Par exemple, sur l'IVG, c'est pas la fête en Italie, et sur ce qu'elle veut porter au niveau européen. Donc, on est quand même un peu border sur certaines politiques libérales au niveau sociétal. Mais par contre, sur le plan économique, il n'y a pas eu de crash parce qu'elle a lissé son programme. Et aujourd'hui, tout le monde se dit, et le RN en premier, on va faire comme elle, parce que comme ça, on va gouverner, et puis ça va bien se passer. Alors c'est deux situations qui sont très différentes pourtant. Pour la France et l'Italie, oui, mais dans l'esprit du RN... Est-ce que le RN pourrait connaître le destin de Giorgia Meloni, des Fratelli d'Italia? En tout cas, c'est vrai qu'il y a pas mal, il y a pas mal de signaux qui commencent à aller dans ce sens-là. C'est intéressant parce qu'au fond, ça a le côté un peu, ce qu'on dit un peu dialectique, de comment une force qui est externe au système, au bout d'un moment, pour rentrer dans le système, elle doit adapter ses codes. On parlait tout à l'heure des codes vestimentaires. Les députés du RN, effectivement, ont voulu montrer qu'ils étaient de bons élèves, qui se comportaient bien de manière professionnelle. On a vu de nouvelles figures du Rassemblement national émerger dans l'espace public, de très bons communicants, très souvent, qui montrent effectivement un visage plus, on va dire, raisonnable, gestionnaire. Des hauts fonctionnaires, Lesgeri, quand même, qui a dirigé une agence européenne. Et je dis, c'est un peu dialectique, parce que ça montre qu'une force qui est potentiellement, historiquement, une force qui voulait subvertir le système, elle va rentrer dedans, et que ce système, d'une certaine manière, va obliger cette force aussi à rentrer dans les cadres. Alors après, évidemment, il faut que les cadres soient solides, parce qu'évidemment, à un moment donné, on peut se poser la question, est-ce qu'ils rentrent dans le cadre pour le changer ? Ou est-ce qu'il rentre dans le cadre parce qu'au fond, ça va devenir un parti comme les autres. Dans quelques années, il aura, si jamais il gouverne, si jamais, c'est pas fait, mais si jamais il gouverne, on pourrait dire, après tout, dans quelques années, ils seront devenus impopulaires. Tout le monde dira, là aussi, on a essayé, ça marche pas. Et d'une certaine manière, ça les obligera à réviser leur programme. Voilà, c'est ça qui est tout intéressant dans la politique, c'est ces aspects plus et moins
de tout événement. C'est-à-dire tout événement a une dimension qui est à la fois positive et négative pour lui. Et là, c'est une vraie question importante parce que si le RN gouverne la France, c'est la première fois que ça arrivera. Et on verra bien si ce parti est obligé de se méloniser. C'est assez probable parce qu'on a vu effectivement pendant toute la campagne que progressivement, il y a des points et des points et des points de leur programme qui est un peu rogné. Bon, on ne fera pas tout de suite, on verra si on le fera un jour, on le fera mais différemment de ce qu'on avait dit. Oui, mais alors, qu'est-ce qui reste de ce programme? Parce qu'ils sont revenus sur à peu près tout. Alors, c'est quoi l'offre? C'est une question de Twitchban dans le chat. Est-ce qu'il y a une politique? Est-ce qu'il y a un programme au Rassemblement national? Qu'est-ce qui reste dans cet ADN de la proposition Rassemblement national? Et puis avec une question plus que de leur ADN d'ailleurs. Quand on aura le fin mot de ce qui reste de leur programme, effectivement, il y a une idée qui est abandonnée chaque jour de cette campagne, et c'est vraiment hyper frappant. Et lorsqu'on creuse les idées qu'on n'avait pas encore creusées, on se rend compte qu'elles sont beaucoup plus nuancées que ce qu'ils voulaient. Là, par exemple, il y avait les abattements sur les moins de 30 ans. Finalement, il y aura des seuils, pour etc. les impôts. Oui, et ça, on n'avait jamais entendu parler de cette histoire de seuil. Ça a été précisé hier par Jordan Bardella. Donc, et puis il y a une autre vraie question, c'est s'ils sont les premiers, s'ils sont un très grand groupe, pourront-ils faire voter des textes? C'est-à-dire, une fois qu'on est élu, on dépose des projets de loi. On n'a pas vraiment la liste de leurs projets de loi exacts. On sait qu'il y a des mesures très rapides qu'ils veulent faire sur le pouvoir d'achat. Mais vont-ils avoir les voix suffisantes pour faire adopter les textes à l'Assemblée nationale, sachant qu'au Sénat, c'est sûr que non. Pour rappel, ils sont 3 RN, plus Ravier, qui est Reconquête, mais ils sont 4. Mais bon, l'Assemblée nationale a le dernier mot, mais il faut qu'ils soient 289. Sinon, même s'ils sont premiers et qu'ils vont à Matignon parce que première force et que c'est la tradition dans nos institutions, il faut ensuite une majorité à chaque fois que vous voulez faire voter un texte. Et donc là, il faudra qu'ils aillent chercher chez Ciotti des voix en plus. Ça, c'est acquis. Va-t-il y avoir encore d'autres LR qui vont venir s'ajouter? Mais donc sur quelle mesure? Et plus vous voulez faire que des députés viennent dans votre alliance, plus vous devez édulcorer ces idées. Moins vous pouvez être sur vos idées de 2022. Et donc plus vous devez aller chercher des voix chez les libéraux économiques qui voteront pas le retour de la retraite à 60 ans, par exemple. Vous voyez, c'est aussi une mécanique. C'est pour ça que les élections législatives sont hyper importantes dans chaque circonscription. Parce qu'à la fin, en fonction de l'équilibre exact de ce qu'il y aura à l'Assemblée nationale, vous aurez une politique qui en découlera forcément. Et on pourra en reparler après le premier tour et après le deuxième tour surtout, mais il y a aussi une question qui se pose, c'est s'il y a un Premier ministre, il y a un gouvernement. Or, le Rassemblement national n'a pas de tête je pense, suffisante pour avoir un gouvernement qui se tient. Regardez, Emmanuel Macron, qui avait derrière lui des gens très importants qui venaient de la gauche ou qui venaient de la droite, il a parfois eu du mal à aller chercher des personnalités pour les faire émerger dans le gouvernement. Là, sur le gouvernement qui n'est plus, il y a par exemple Rachida Dati, qui était allée chercher plutôt chez les LR. Il y a Catherine Vautrin, alors qui n'est pas très connue du grand public, pourtant elle est connue dans le milieu politique. Mais au Rassemblement national, vous n'avez pas une capacité à avoir un nombre important de gens qui seraient à la fois à l'Assemblée et à la fois au gouvernement. Et derrière, alors, pardon, mais il faut tenir les administrations. Et puis il faut être en capacité de tenir les sujets parce que sinon vous vous ridiculisez et on peut estimer que certainement en face il va y avoir les acteurs par exemple des grandes filières. Si je pense à l'énergie, il va y avoir les acteurs du nucléaire, les acteurs des énergies renouvelables qui vont aller titiller le ministre ou la ministre qui serait nommée, et là il va pas y avoir de cadeaux et il va presque y avoir des procès d'intention de malhonnêteté ou de faiblesse intellectuelle, mais parce qu'il faut être des vrais politiques pour tenir un ministère. Et on voit que c'est déjà compliqué pour le gouvernement actuel. Alors là, j'ose pas imaginer pour le Rassemblement national. Sur les fondamentaux de leur programme, pour le moment, ils sont dans leur couloir. Pouvoir d'achat, sécurité, immigration. C'est les 3 têtes d'affiche, les 3 têtes de chapitre qu'ils veulent mettre en avant. Et c'est d'ailleurs les 3 thèmes dont ils ont dit qu'ils seraient les premiers thèmes, ce que Jordan Bardella appelle le temps des urgences. Voilà. Et de ce point de vue-là, c'est vrai qu'il a été assez astucieux en termes de communication.
de cadrer très rapidement. Ça s'est fait je pense que dans les 2 jours qui ont suivi l'annonce de la dissolution, c'était fait. C'est-à-dire qu'il était arrivé à aborder la discussion. Il a anticipé sans doute qu'il aurait beaucoup de questions sur votre programme n'est pas faisable et où est-ce que vous allez trouver l'argent, etc. Et donc, de ce point de vue-là, il a utilisé une technique de communication assez puissante qui a été de poser un cadre et d'imposer les autres de discuter à l'intérieur de ce cadre. Et du coup, il a obligé presque les autres à venir parler. Pouvoir d'achat, Gabriel Attal est obligé d'embrayer, de dire moi aussi, si je suis réélu, je vais faire des trucs sur le sur les 15% à la fin de l'année. Le pouvoir d'achat. Et ça a permis à Jordan Bardella, pour le moment, je dirais, d'échapper un peu en partie à la critique qui est « mais vous avez un peu bougé sur vos trucs, etc. » Parce que pour le moment, il dit « moi, je vais marteler sur ces 3 points, pouvoir d'achat, sécurité, immigration. » Donc, s'il se retrouvait à Matignon, pour répondre à la question de tout à l'heure qui nous était posée, j'ai pas de doute que c'est là-dessus qu'il va vouloir affirmer la ligne directrice RN. Et c'est d'ailleurs sur ces thèmes que les LR qui se sont rapprochés du Rassemblement national disent en fond, on pense la même chose qu'eux sur ces 3 points. Donc, de ce point de vue-là, en termes de communication, il a trouvé un ressort assez puissant, puisqu'il a obligé même les autres à venir sur son terrain. Sur ces thèmes à lui. Et il a utilisé un autre stratagème qui, moi, je trouve incroyable, mais qui fonctionne, c'est la stratégie de l'évitement. C'est-à-dire que sur les questions économiques et sur le fait qu'il y a un flou autour du programme, puisqu'il est mouvant, il dit « Ah ben, on ne peut rien décider parce qu'il faut faire un audit des comptes de la France ». Alors, pour ceux qui ne le savent pas, ça existe, déjà les audits, ça s'appelle la Cour des comptes, voilà, qui fait un rapport tous les ans et qui fait plein de rapports en plus. Il y a la Cour des comptes et les cours des comptes dans les régions. Bref, donc tous ceux qui souhaitent regarder ce qui se passe sur les dépenses publiques, n'hésitez pas à aller voir les rapports de la Cour des comptes, c'est magnifique. Et donc, il utilise cette stratégie en disant je ne peux pas vous dire dans le détail, puisque la seule chose qu'il dit, c'est puisqu'il y a une insincérité du gouvernement actuel et qu'on a maquillé les comptes, bien sûr, eh bien, on va faire ce gros travail d'audit et après, on saura tout et on pourra tout dire. Technique utilisée régulièrement quand il y a des élections avec une grosse alternance. Qui est de toujours dire il va falloir nettoyer l'écurie d'abord. Donc un audit de la Cour des comptes, ça a été régulièrement utilisé comme argument dans notre vie politique dès lors qu'on a une alternance importante. C'est un vrai changement de braquet, on va dire, dans les politiques publiques. Et évidemment, ceux qui arrivent aux affaires vont dire c'est la faute de ceux qui nous ont précédés. On aurait tellement aimé réaliser notre programme. On en avait plein les valises des mesures qu'on avait envie d'appliquer. Mais en fait, on découvre qu'il y a des trous dans les budgets partout. On ne peut pas le faire. On est empêché. Voilà, on est empêché. Alors ça a déjà existé dans notre vie politique. Il faut quand même le souligner. Et il y a autre chose que je voudrais juste ajouter sur ce flou. C'est aussi une stratégie parce que quand vous êtes sur une campagne traditionnelle, le premier tour, vous allez chercher vos électeurs. Et vous avez une base assez forte pour ensuite, sur le second tour, aller plus large. Là, on est dans une stratégie où les socles sont déjà à peu près déterminés. Donc, il faut tout de suite aller chercher le corps électoral dans une globalité plus large. C'est d'ailleurs pour ça, je vais faire juste un petit intermède, que Jordan Bardella, la semaine dernière, la semaine dernière, il a fait une vidéo à destination des femmes. Donc cette vidéo s'appelle une vidéo pour toutes les femmes. Je ne sais plus où. Je voudrais m'adresser à toutes les femmes. Bref. Et en fait, dans cette vidéo, on pourrait se dire pourquoi il a fait une vidéo pour les femmes ? Parce que le Rassemblement national, l'extrême droite, c'est pas la tasse de thé du corps électoral féminin. Alors, c'est encore pire chez Reconquête, mais comme il y a des transfuges de Reconquête qui sont arrivés là, qui sont retrouvés dans le giron du RN, je pense à la nièce Marion Maréchal Le Pen, et puis Nicolas Bay, qui était un ancien du Rassemblement national, qui est parti avec Zemmour et là qui revient. Bref, il peut y avoir des tensions chez les femmes qui pourraient se dire non mais moi jamais le Rassemblement national. Et donc Jordan Bardella, il s'adresse à ces femmes parce qu'il a besoin de rassembler très largement, parce que les gens du GUD ou les gens... Ça n'intéresse plus. En fait, c'est déjà fait. Donc, c'est plus un sujet. Maintenant, la stratégie, c'est comment je vais chasser sur la terre des autres. Et en termes de communication, je trouve qu'il le fait plutôt bien. Avant qu'on commence ce stream, tu voulais parler des différentes communautés à qui on s'adresse Ah oui, alors justement, effectivement, dans les stratégies de communication, on a la façon dont on s'adresse à différentes communautés. Soit on utilise certains canaux
de communication. Par exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez, Emmanuel Macron, en 2023, veut s'adresser aux jeunes. On est à la rentrée scolaire, le 4 septembre. Il fait un Hugo Décrypte pendant 1h30. En 2017, j'ai retrouvé il n'y a pas longtemps, je vous invite à taper interview Emmanuel Macron chasse. Il est sur le site chasson.com. Il est tout jeune à l'époque. Il se laisse prendre en photo dans un tout petit site internet, mais parce qu'il veut aller chercher les voix des chasseurs et plus largement de la ruralité. Donc ça, c'est une stratégie aussi qui s'opère alors plutôt dans les élections présidentielles. Là, on le voit bien, il y a moins on est moins sur les sujets parce qu'ils n'ont pas le temps. Donc ils vont plus investir les canaux de communication. Là, il n'y a pas très longtemps, on sait que la gauche essaye d'investir beaucoup de Discord, qui est une plateforme sur laquelle le Rassemblement national est très fort, et ils essayent, le NFP, d'aller sur les mêmes stratégies créatives pour aller chercher justement la communauté Discord qui est plutôt jeune. Voilà, c'est comme ça qu'on s'adresse en utilisant les canaux, et puis après en ayant certaines annonces. Là, si je reprends le cas des femmes, il n'y a aucune annonce dans la vidéo de Jordan Bardella. C'est juste l'idée de montrer, regardez, je suis le gendre idéal, je me suis bien habillée et je suis gentille avec les femmes. Pardon. Bruno Cotresse. Alors, c'est quelque chose qu'on a vu, nous, dès la présidentielle de 2022, en fait. On a fait, avec mes collègues en 2022, la chose suivante. On a codé le programme de chacun des candidats, et dans un espace géométrique. Alors, je ne sais pas, il y a peut-être parmi celles et ceux qui nous écoutent, il y a peut-être des gens qui aiment les maths, je ne sais pas. Très certainement. Sans aucun doute. Sans aucun doute, bah oui. Et chaque candidat, on peut le voir comme un centre de gravité. Et nous, on va aller calculer la distance au centre de gravité des électeurs potentiels. Et quand on faisait ça, on voyait que l'électorat de Jean-Luc Mélenchon était très concentré autour de son centre de gravité, donc un électorat très motivé, très en fusion, en adhésion avec son candidat. Et chez Emmanuel Macron, mais comme chez Marine Le Pen, une très grande capacité à aller chercher des électeurs qui s'éloignent du centre de gravité. Et donc, ce qu'on appelle un peu un candidat attrape-tout. Et on voit maintenant, depuis quelques années, ça s'est bien affirmé en 2022 et c'est en train de s'affirmer à nouveau, que le Rassemblement national, que Jordan Bardella arrive à parler, sans doute parce qu'ils utilisent une multiplicité de canaux de communication, ils arrivent à parler, à s'adresser, voire à séduire des électeurs qui ne partagent pas nécessairement tout leur corps de doctrine, le centre de gravité, et qui peuvent parfois être un petit peu loin. Donc ça devient des candidats beaucoup plus, on va dire, qui ont des sympathies dans beaucoup plus de cibles diversifiées de l'électorat. Ah, je vois que mon deuxième plateau arrive, et c'est l'heure où je dois notamment te quitter, parce que tu as rendez-vous de l'autre côté de la scène, je crois. J'ai rendez-vous de l'autre côté de la scène. On arrête là. Mais je reviens très vite. Le mot de la fin, Quentin. Oui, non, c'est passionnant. Hein. Et effectivement, je vous conseille de lire la presse en ce moment. Il y a vraiment des récits géniaux qui racontent les coulisses de toute cette campagne. Les papiers du Monde qui racontent les coulisses de l'annonce de la dissolution. C'est vraiment, ça se lit comme des polars, quoi. Il y a des portraits aussi, le portrait de Pierre Charon, qui est donc l'un des 4 conseillers qui a poussé la dissolution. C'est aussi un portrait qui se lit comme une histoire. Enfin voilà, il y a plein de choses passionnantes à lire. Et aussi sur l'électorat du RN dans le monde, il y a effectivement ce vote d'adhésion maintenant des électeurs envers le RN. C'est aussi, ça fait froid dans le dos, hein, mais c'est plus du tout un vote uniquement contestataire, mais bien aussi un vote d'adhésion aux valeurs, au discours de Jordan Bardella. Et voilà, je conseille à tous les gens qui se passionnent pour cette campagne de poursuivre avec plein de papiers super. Le mot de la fin, Bruno Cotresse. Oui, je vais dans le même sens, c'est-à-dire que beaucoup ont le sentiment de vivre quelque chose qui est inquiétant, qui est confus. Il y a même des gens qui ont une forme de désarroi. Moi, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit depuis la dissolution, j'ai perdu le sommeil. J'ai du mal à m'endormir, c'est stressant. Moi, je conseille à tout le monde, au contraire, de le vivre pleinement. C'est un grand moment démocratique. Il y a plein de pays où on ne peut pas avoir une telle délibération démocratique. Il y a une offre politique qui est très contrastée. Ça mène vraiment dans des directions extrêmement opposées, extrêmement différentes. Eh bien, vive la démocratie. On saura le 7 juillet qui a remporté la compétition. Et ceux qui perdront, c'est un encouragement à faire mieux le coup d'après, à challenger à nouveau ceux qui auront gagné. Merci pour ce mot de la fin apaisant, Bruno Cotresse. Merci, Quentin.